Ils ont semé une belle pagaille sur le périphérique nantais ce lundi matin. Les chauffeurs de VTC ont mené une opération escargot. Ils s'étaient donné rendez-vous dès 7h à Atlantis pour faire entendre leurs revendications. Adrien Godet. On veut notre place, une phrase qui résume les revendications des chauffeurs VTC à Nantes. En bloquant temporairement le périphérique, l'accès à la gare puis à la préfecture, et ils ont réclamé plus de reconnaissance. À l'aéroport de Rennes, il y a 4 emplacements pour les chauffeurs VTC. Aujourd'hui, on n'a aucune place de VTC sur Nantes, aussi bien au niveau de la gare qu'au niveau de l'aéroport. On demande un petit peu plus de considération personnellement, professionnellement et au niveau de statut. Nous ne sommes pas des chauffeurs Uber ou des chauffeurs Alucab. Nous sommes tous indépendants et nous travaillons avec et non pas pour les plateformes de mise en relation, justement. Un statut qu'ils souhaitent défendre directement au sein de la commission taxi et VTC de la préfecture. Aucun siège ne leur est actuellement octroyé. Tous les ministères de France, on y a accès. Le président de la République, on y a accès aussi, on peut discuter avec lui. Enfin, c'est pas une préfecture qui va nous bloquer, quoi. Ce serait dommage. Cette commission, pourquoi elle est importante pour nous? Parce que vous allez vous installer avec les aéroports de Paris, les aéroports de province, la gare SNCF, dans toutes les villes, et vous allez pouvoir discuter de les problématiques. Comment se fait-il qu'un taxi puisse avoir des emplacements et nous non? S'il y a une taxe à payer, on la paiera. S'il y a un abonnement à payer, on le paiera. Mais il faut qu'on puisse travailler correctement. La préfète Nicole Klein a refusé de recevoir les représentants. De leur côté, les chauffeurs VTC promettent de nouveaux blocages dès ce mardi. Bientôt 2 semaines d'occupation à l'université de Nantes pour les jeunes migrants. Plusieurs membres du collectif de soutien étaient convoqués ce lundi matin devant le tribunal administratif. L'université souhaite avoir la possibilité d'évacuer les bâtiments Censive et Château. Le juge des référés doit se prononcer ce mardi. Jean-Michel Naga. Ils n'ont pas l'intention de céder, ils l'ont répété ce lundi matin devant le juge des référés. Les membres du comité de soutien aux jeunes migrants refusent d'évacuer le château du Tertre, ce bâtiment de l'université de Nantes, occupé depuis une semaine. Un bâtiment dangereux selon la présidence de l'université, qui prévoit des travaux de réhabilitation dans les tout prochains jours, d'où cette procédure en urgence. Encore il y a quelques semaines, il y avait des chercheurs qui, sans aucune difficulté, occuper ces locaux, travailler dans la journée. Donc pour ces chercheurs, il n'y avait pas d'urgence à faire des travaux. En revanche, pour les mineurs non accompagnés, comme par hasard, il y a une nécessité absolue de faire des travaux. Fermeté pour le château, mais tolérance pour le bâtiment de la Censive, disait le président de l'université vendredi dernier, en affirmant qu'il ne demanderait pas l'évacuation de ces salles de cours qui sont également occupées. Mais le dialogue est de plus en plus difficile et le collectif se méfie. Aujourd'hui, on voit que l'université joue sur un double discours. Devant les organisations, devant les concernés, tout est calme, pas de problème, le bâtiment Censive ne sera jamais expulsé. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une convocation au tribunal qui remet tout en cause et qui nous demande très clairement et qui pourrait se solder par une expulsion. Selon le collectif, ces 2 occupations à l'université servent d'hébergement pour une 50aine de personnes. Le tribunal administratif rendra sa décision ce mardi. C'est une première dans l'histoire du HBC Nantes. Ce week-end, pour la 10e journée de Ligue des Champions, les handballeurs ont battu le colossal Barcelone. Une ambiance de folie et un match qui restera dans les mémoires. Le All XXL affichait complet ce samedi soir. 10 000 supporters qui n'auraient raté pour rien au monde ce rendez-vous entre le H et l'équipe de Barcelone, 9 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Un match de très haut niveau et des Nantais qui prennent vite l'avantage. 16-11 à la mi-temps. À la reprise, les hommes de Thierry Anti gardent le rythme porté par un gardien exceptionnel. Cyril Dumoulin arrêtera 19 ballons. Au coup de sifflet, la victoire, l'exploit, 29-25. Putain, quelle soirée, franchement, je suis désolé les mots, mais c'est vraiment les mots parce qu'il y a tout, il y a le match, il y a le public, il y a l'ambiance, franchement il y a tout, c'est vraiment un truc énorme. C'est un match historique, on le gagne avec la manière, avec beaucoup d'énergie, avec toute l'équipe qui joue. J'ai voulu vraiment imprimer du rythme du début à la fin et je fais beaucoup de changements pour ça. Voilà, c'est extraordinaire, quoi. Les supporters eux aussi ont vécu une soirée grandiose. Magnifique victoire, magnifique ambiance, c'était vraiment génial ce soir. C'est trop bien, yes, Valero là. Ça se fait plaisir quoi, c'est l'idole les 5 dernières années, c'était ambiance XXL, Valero, il a été accueilli, il a mis ses pénaux, ils ont pris le bouillon, on a kiffé.
Retour au Hall XXL ce jeudi, en championnat cette fois. Le HBC Nantes affrontera Paris, un autre gros match en perspective. Les Canaries peuvent nourrir quelques regrets. Bien que menés juste avant la pause par Saint-Etienne sur cette frappe de Pajot, les hommes de Ranieri ont globalement dominé ce match de la 16e journée de Ligue 1. Et après le but de l'égalisation par Salah à l'heure de jeu, ils n'ont ensuite jamais réussi à convertir leurs nombreuses occasions. Un point supplémentaire qui leur permet néanmoins de conforter leur 5e place au classement. Ce week-end, c'était la 25e édition du festival Tissé Métis à la Cité des Congrès de Nantes. À l'affiche, Que Black ou encore Manu Dibango, mais aussi des associations locales. La soirée se voulait festive, solidaire et engagée. Est-ce qu'on est chaud à Nantes pour foutre le bordel? Alright, let's go. S'il y a des jeunes, vous avez levé la main, on va leur sauter. On va les mains en l'air sur le refrain. I like a bird, you know what about it. Stay with me, rock the party. You're in my mind when my word goes. Moi, je suis animateur à La Fontaine, au centre socio-culturel de La Fontaine. On amène 12 enfants ce soir. C'est la première fois, mais ça fait des années que le centre essaye de faire cet événement. Donc là, on a réussi cette année et tout le monde est content. C'est autour de la mixité, la discrimination, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de festivals comme ça, qui font travailler les associations main dans la main, qui font venir différents publics. Sur les assurés, les fraudes les plus fréquentes, c'est les fraudes à l'ouverture de droits, donc par exemple à la CMUC. Sur toujours les assurés, c'est les fraudes à l'arrêt de travail. Donc là, on peut avoir une typologie de fraude différente. Sur l'arrêt de travail, on peut avoir la surcharge de l'arrêt de travail qui consiste à rajouter ou à supprimer un jour sur son arrêt de travail pour se voir payer des indemnités journalières supplémentaires. C'est également le cumul d'indemnités journalières et d'activités rémunérées. C'est également la falsification de documents, comme par exemple une attestation employeur. Donc sur les arrêts de travail, il y a tout un panel de fraudes possibles. Sur les assurés, on a deux types de sanctions qui sont encourues. Tout d'abord, les sanctions dites pénales. Et on va au pénal et on saisit le procureur sur des dossiers particulièrement conséquents, puisque les textes prévoient qu'au-delà de 26 000 euros, le directeur a l'obligation de déposer plainte. Mais on a également des sanctions pour les assurés qui sont des sanctions internes. Sur les professionnels de santé, on a deux autres sanctions qui viennent s'ajouter à la sanction pénale et à la pénalité financière. Ce sont les sanctions dites ordinales, où là on va saisir l'ordre et ça peut aller jusqu'à l'interdiction d'exercice, mais ça peut également passer par le blâme ou le simple avertissement. Et on a également les sanctions conventionnelles qui peuvent aller jusqu'au déconventionnement avec l'assurance maladie du professionnel de santé fraudeur. La lutte contre la fraude, indépendamment d'être une priorité, y compris pour l'assurance maladie, c'est aussi un moyen d'assurer la pérennité d'un système de protection sociale dont les ressources, comme vous le savez, sont comptées.